Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Monsieur Santos Silva, Monsieur l'ambassadeur du Portugal en France, Monsieur Duarte, Monsieur le consul général d'Espagne à Paris, Monsieur Herrera Garcia Canturri, Monsieur le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, Monsieur Guibal, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Rosas, ou plutôt Rosas, je pense, Monsieur Calvo, Monsieur Marques, chers invités, chers collègues, chers amis. L'Université Paris 8 est honorée de vous recevoir et d'accueillir une partie du projet Forced. Ce projet est le fruit d'une coopération européenne initiée en 2015 par monsieur le professeur Fernando Rosas de l'Université Nouvelle de Lisbonne, qui s'est investi dans une suite de projets pour la recherche et la reconnaissance des migrants portugais et espagnols en temps de guerre, forcés par la situation économique et politique à travailler en France et en Allemagne. Financé par la fondation allemande EWZ, je ne lirai pas l'allemand, j'en suis vraiment désolée, je laisserai à ma collègue Anne Chalard le soin de le faire éventuellement, dans Mémoire, responsabilité et avenir. Une exposition a d'abord été présentée en 2017 sur le travail forcé au Centre culturel du Belém de Lisbonne, accompagnée d'un colloque international au Goethe Institut de Lisbonne. L'exposition enrichie a été présentée de nouveau en 2018, en 2022 et en 2023 dans différents endroits au Portugal. Augusto Santos Silva, alors ministre des Affaires étrangères portugaise, soutenait en 2020-2021 le projet Les Portugais dans les camps de concentration nazis dans le cadre du programme Portugal et Holocauste, enquête et mémoire. D'autres projets nombreux ont été menés depuis. Ce travail de recherche, de reconnaissance et de transmission se poursuit en 2020 avec le projet qui nous occupe aujourd'hui, Forced, dont il est question dans le cadre, dont il est question maintenant, dans le cadre du programme Europe for Citizens de la Commission européenne et porté par l'Université Nouvelle, Universidade Nova de Lisboa, l'Observatoire européen des mémoires d'Espagne, l'Université autonome de Barcelone, Universidad Autónoma, la Fondation Solidarité de l'Université de Barcelone, l'Observatoire européen des mémoires, EUROM d'Espagne, l'Association des professeurs d'histoire du Portugal, l'Université Paris 8 et les archives d'Arolsen, dont les documents font partie du patrimoine documentaire mondial de l'UNESCO, Mémoire du monde, depuis 2013. Ces travaux ont également été menés avec la collaboration de l'Amicale de Mauthausen de Barcelone, du Mémorial démocratique de Barcelone et de la division des archives des victimes des conflits contemporains de Caen. Je tiens à saluer, pour leur immense travail, les chercheuses et les chercheurs qui constituent évidemment le noyau de Forced. Il s'agit donc de Fernando Rosas, coordinateur du projet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Nouvelle de Lisbonne et chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine dont il a été le fondateur, de Claudia Ninhos, docteur en histoire contemporaine intégrée à l'Institut d'histoire contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne, spécialisée dans l'histoire des relations germano-portugaises, du national-socialisme et de l'Holocauste, de Marta Simó, chercheuse à l'Investigations en Sociologie de la Religio de l'Université autonome de Barcelone. Elle travaille sur l'Holocauste, les droits humains et la sociologie de la religion. Antonio Carvalho, chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine à Lisbonne, qui travaille sur l'Holocauste et les systèmes concentrationnaires. Et enfin, notre collègue, membre du laboratoire d'études romanes de l'Université Paris 8, Cristina Climaco, et nous partageons cette donnée d'être toutes les deux membres de ce laboratoire spécialisé en histoire contemporaine du Portugal, exil et émigration. Donc ce travail de recherche s'efforce de mettre à jour un pan de l'histoire invisibilisée de la Seconde Guerre mondiale.
l'avancée franquiste et la fin de la guerre civile en Espagne ont conduit à l'arrivée d'environ un demi-million de réfugiés en France, et parmi eux des Portugais qui étaient soutiens de la République. L'armistice de juin 1940 et la démobilisation des soldats après la guerre ont provoqué par ailleurs un chômage massif en France, poussant de nombreux étrangers à aller travailler en Allemagne. Et donc c'est toutes ces histoires individuelles avec des motivations multiples qui vont sous nos yeux dans cette exposition se dévoiler. Et je dois dire que de voir cette multiplicité de parcours et surtout pouvoir mesurer combien la migration, pour des raisons économiques, finalement, se trouve prise dans les mêmes dynamiques et avec les mêmes conséquences que les réfugiés politiques, est extrêmement frappant. Donc en août 1941, l'Allemagne signe un accord de main-d'œuvre avec l'Espagne pour recruter des travailleurs espagnols. Le recrutement a également eu lieu en France même. Le besoin de main-d'œuvre en Allemagne s'opère d'abord par le biais du volontariat, puis par des mesures coercitives telles que la relève, le service du travail obligatoire. Les travailleurs de la péninsule ibérique sont employés dans des conditions de travail particulièrement difficiles et dans divers secteurs comme la construction ou dans des usines comme ouvriers. Donc en même temps que ces travaux de recherche éclairent l'histoire européenne et participent à l'écriture commune et renouvelée de l'histoire des différentes facettes du travail forcé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils perpétuent un devoir de mémoire à l'égard de ces femmes et de ces hommes au parcours singulier. Et je voudrais là, avant de renouer avec mon discours plus, je dirais, officiel, vous livrer ce qu'a produit en moi la vision de cette exposition et comment, d'une certaine façon, mon histoire familiale s'y trouve liée. Non qu'elle ait à voir avec l'Espagne ou le Portugal. Mais il se trouve que dans les tiroirs du bureau de mon père, il y a une carte postale qui est datée du 5 mai 1943 et qui est une carte postale qui a été envoyée par mon grand-père à son fils, qui avait alors 8 ans et demi, et dont il n'avait plus de nouvelles, évidemment, depuis le début de la guerre. Mon grand-père était prisonnier de guerre. Il était dans un stalag, il s'est évadé, il a fini sur la mer Baltique, et puis il a été ensuite, en 1945, libéré par les Russes. Donc vous m'excuserez, mais je ne pouvais pas ne pas vous livrer ce témoignage au moment où l'on parle de ce travail forcé et de cette situation. Et donc j'ai promis à Christine et à notre collègue, le professeur Fernando Rosas, de leur remettre cette carte pour qu'ils puissent aussi en faire l'usage qui convient. Donc l'ensemble, je reviens à mon propos, l'ensemble de ces recherches sont valorisées également par des temps de formation dans les établissements d'enseignement et par l'élaboration de ressources pédagogiques diffusées aux enseignants et aux étudiants afin de les sensibiliser sur le sujet. Un site internet est en cours de construction afin de participer à la transmission de ces mémoires faibles. Enfin, une exposition itinérante intitulée « Travailleurs portugais et espagnols dans le Troisième Reich » est présentée à l'issue de cette table ronde. Elle révèle des parcours individuels et le contexte de leur migration. Cette exposition, qui a déjà été présentée en mars dernier dans le hall de l'Université Paris 8, a rejoint ensuite l'ambassade du Portugal à Paris et sera présentée au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et à l'université de Caen. Enfin, avant la visite de l'exposition, mais je crois que certains l'ont déjà visité, ont déjà regardé tout cela, mais nous pourrons refaire évidemment cette visite. Nous vous invitons donc à cette table ronde « Mémoire douloureuse et citoyenneté » qui sera animée par notre vice-président de la recherche, Arnaud Regnault, à qui je cède immédiatement la parole. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau
à cet événement particulièrement important pour notre université et au-delà, pour l'ensemble de nos communautés respectives. Donc je vais présenter notre premier intervenant, le professeur Fernando Rojas, qui excusera ma prononciation fautive. Donc comme l'a déjà dit notre présidente, Fernando Rojas est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université nouvelle de Lisbonne et chercheur à l'Institut d'histoire contemporaine de cette même institution, dont il a été le fondateur et président du conseil d'administration de 1994 à 2013. Ses travaux portent sur l'histoire du Portugal au XXe siècle et de l'Estado Novo et sont des références incontournables pour l'histoire de la période. Il a publié en français notamment L'art de savoir durer, le fascisme au Portugal, en 2020. Il coordonne depuis 2015 l'équipe de recherche pour les déportés, prisonniers de guerre et travailleurs forcés portugais et d'origine portugaise pour le Troisième Reich. Et par ailleurs, il a été député de 2000 à 2001 et de 2005 à 2010. Et je lui cède donc la parole. Merci bien. Je parle d'ici, non? Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente de l'Université de Paris-Vincennes, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Monsieur l'Ambassadeur du Portugal, les membres du corps diplomatique présents, chers collègues de l'Université, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être ici avec vous. Je remercie l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir présenter notre projet maintenant en collaboration déjà avec l'Université autonome de Barcelone. Et donc, on peut dire que le projet qui a permis de présenter l'exposition maintenant présentée ici à l'université a inauguré dès 2013-2014 la recherche universitaire portugaise sur les Portugais entraînés ou emprisonnés dans les différents systèmes d'exploitation du travail du Troisième Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte de l'économie de guerre de ce conflit. Dans ce travail, nous utilisons donc une notion large de système de concentration. Au-delà du concentration lager, du camp de concentration des SIS, un concept qui permet d'aborder dans un cadre commun les différentes modalités d'utilisation massive et coercitive de main-d'œuvre étrangère par l'Allemagne nazie en vue de remplacer les ouvriers allemands mobilisés sur les différents fronts de guerre, qui en 1942, c'était le front occidental, le front de l'Est, le nord d'Afrique et l'intérieur même de l'Europe occupée. Donc, plus précisément, nous essayons d'étudier la situation des travailleurs volontaires progressivement réduits au travail forcé par les politiques coercitives de mobilisation obligatoire de la main-d'œuvre dans les pays occupés dès 1942, le travail esclave pour l'effort de guerre auquel sont soumis les internés dans les camps de concentration SIS, ou les stalags, camps de prisonniers de guerre, où les soldats, et non les officiers, des armées occidentales étaient forcés d'accomplir des tâches de travail physique d'appui aux occupants. Les prisonniers de guerre soviétiques et polonais, internés dans des camps au régime similaire aux camps de concentration, étaient réduits, dans la pratique, à l'esclavage sans distinction au profit de l'économie de guerre allemande. Analysant presque toutes ces modalités, l'enquête en cours a permis de retrouver des citoyens portugais qui avaient été entraînés d'une manière ou d'une autre
dans le système de concentration par le vortex de la guerre et de la terreur nazie. Nous présentons plusieurs cas concrets dans cette et dans d'autres expositions et dans le livre publié par la presse nationale portugaise sous le titre « Les Portugais dans le système concentrationnaire du Troisième Reich » qui a été publié en 2021. Beaucoup d'entre eux, de ces prisonniers, ces internés dans les camps de concentration surtout, n'ont pu résister à la violence brutale à laquelle ils ont été soumis, à la faim, à la maladie, au châtiment, à la brutalité, aux exécutions sommaires, aux bombardements. Ils sont tombés là. Certains ont survécu, mais le régime dictatorial portugais, qui les a essentiellement abandonnés à leur sort, a tout fait pour empêcher le témoignage qu'ils pouvaient donner. Et certains, quand même, ont réussi à le faire. Et de leur terrible expérience. À tous les deux, à ceux qui sont morts et à ceux qui sont survécus, ce projet, naturellement, entend rendre son hommage. En effet, en mai 1900, je dis toujours en Belgique 97, parce que c'est difficile de dire en français 97, sous proposition de l'Institut d'histoire contemporaine de la faculté de sciences sociales et humaines de l'Université Neuve, où est affilié le projet de recherche en cours, l'État portugais, par la première fois, s'est fait représenter par une délégation officielle présidée par le ministre des Affaires étrangères alors, professeur Augusto Santos Silva, aux cérémonies internationales de libération du camp de Mauthausen. Et sur le mur des lamentations de ce camp a été dévoilée une pierre tombale honorant pour la première fois tous les Portugais qui, dans tous les camps de concentration ou camps similaires, ont été, et je cite, victimes de la barbarie nazie. À partir de cette année-là, l'État portugais et l'Institut d'histoire contemporaine, en tant qu'unité de recherche liée à l'événement, ont été officiellement représentés aux impressionnantes cérémonies annuelles de libération du camp de Mauthausen. C'est une façon de représenter la libération de tous les camps sur le territoire européen. En mai 2019, il a été même possible d'intégrer 2 groupes de lycéens de la municipalité de Lolé, Algarve, dans la délégation officielle portugaise grâce au soutien de la mairie, inaugurant la participation préalablement préparée de nos jeunes étudiants et des autorités locales dans cet acte de symbolisme inoubliable. Après l'interruption due à l'épidémie de Covid-19, ce travail de sensibilisation et de mobilisation civique des élèves du 3e cycle portugais ont été repris avec succès. Avec l'appui de la mairie, on a pu préparer et guider aux cérémonies de la libération de Mauthausen les élèves de Villeneuve de Famalicão en 2022 et la même chose avec les élèves de Sintra avec l'appui aussi de sa mairie et de ses professeurs. Au cours de cette année de Sintra, au cours de cette année de 2023. En 2024, la prochaine année, on prépare une nouvelle présence aux cérémonies de Mauthausen des étudiants et enseignants de Vila Franca de Xira avec l'appui de sa mairie aussi.
dans les 4 occasions, à Lolé, à Famalicão, à Sintra, à Villafranca de Xira, la préparation de la visite d'études a été appuyée par la préparation de notre exposition qui s'est déplacée dans toutes ces villes et par le travail de préparation de nos chercheurs avec les élèves et les enseignants des écoles publiques de ces municipalités. Aussi à Lolé et à Famalicão, avec la collaboration des enseignants, on a pu intégrer dans notre exposition l'exposition des cas de citoyens de ces régions qui ont été elles aussi victimes du système de concentrationnaire du nazisme. Les recherches menées par cette équipe depuis 2013-14, il faut dire que entre mars 2020 et 2021, les recherches ont été rendues très difficiles par la fermeture des archives étrangères et la suspension des connexions internationales, mais ils ont été repris après ça et sont en cours, orientés dans 4 directions fondamentales. Premièrement, l'expansion et l'approfondissement de la recherche archivistique et du travail d'histoire orale jusqu'à présent dans le principal pays d'origine et de destination de la main-d'œuvre émigrée portugaise et de leur famille, ça veut dire en France. Ainsi que dans les camps de concentration, les prisons ou les stalags par lesquels sont passés des prisonniers portugais, en reconstituant tout le parcours depuis la capture par le système jusqu'à leur mort ou à leur libération. La première phase de ce travail a pu être réalisée grâce au soutien au projet reçu de la fondation allemande, je le dis en français parce qu'en allemand c'est compliqué et personne n'entendrait, sauf les collègues allemands qui sont là, qui s'appelle en français « Mémoire, responsabilité et avenir », qui a soutenu notre projet entre 2015 et 2018 et a abouti à l'inauguration de la première exposition sur les travailleurs forcés portugais sous le Troisième Reich au Centre culturel de Belém à Lisbonne en novembre 2017, accompagnée par une conférence internationale qui a été réalisée au Goethe Institut de Lisbonne et avec l'appui du Goethe Institut. La continuité des recherches a cependant été assurée par de nouveaux soutiens de l'Agence exécutive éducation audiovisuelle et culture de la Communauté européenne et de la Fondation pour la science et la technologie du Portugal et de l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères du Portugal. Maintenant, dès l'appui de la Communauté européenne, élargissant le but de l'objet du travail, l'élargissant pour la collaboration avec l'Université autonome de Barcelone et toujours dès le commencement avec l'Université de Paris 8, grâce au travail de Christine Klimek qui a été une pièce fondamentale dans la recherche qui s'est produite en France. Deuxièmement, la sensibilisation simultanée des écoles et des autorités locales. Il faut dire que nous avons toujours voulu que ce projet puisse sortir de l'académie pour mobiliser les jeunes gens à travers les professeurs, à travers les enseignants et à travers une expérience unique, c'est celle d'être présent aux cérémonies de libération du camp de Mauthausen, parce que c'est une cérémonie inoubliable.
Et l'expérience que nous avons avec les jeunes gens qui sont allés là, c'est une expérience inouïe pour eux. Ils ne l'oublieront jamais. J'allais dire, ils ne voteront jamais à l'extrême droite, mais je ne le dis pas parce que ce n'est pas le cas. Donc, la sensibilisation des écoles et des autorités locales à cette problématique, soit à travers des conférences données aux élèves des écoles par l'équipe de recherche, en collaboration, toujours en collaboration avec les enseignants respectifs, soit en déplaçant l'exposition et en l'adaptant aux réalités de chaque commune. Parce qu'il y a des communes, comme à Lollet ou à Famalicão, où il y a des citoyens de ces communes qui ont été au camp de concentration. Alors, on a, avec l'appui des enseignants locaux, on a pu attraper ces cas et les exposer et les mettre dans l'exposition, ce qui a fait venir des émigrants de France et d'autres pays pour savoir l'histoire de ses aïeux, pour savoir l'histoire de ses grands-pères, de ses grands-mères qui ont été au camp de concentration, et l'histoire sur laquelle ils ne savaient pratiquement rien. Et c'est une expérience très intéressante, soit à Lollet, soit à Famalicão, de connaître des gens qui venaient de loin pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait au passé, qu'est-ce qu'ils les où est-ce qu'ils, par où ils étaient passés, qu'est-ce qu'ils ont souffert, comment ils étaient morts, comment ils ont pu continuer sa vie. Troisièmement, la participation active de ce projet de l'Institut au programme officiel Never Forget, programme national autour de la mémoire de l'Holocauste. Cette participation a lieu à travers le projet Les Portugais dans le camp de concentration de Mauthausen, soutenu par l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères et officiellement intégré par résolution du Conseil des ministres dans le programme sous-mentionné. L'intention, c'est d'établir, avec la collaboration des autorités judiciaires de l'État espagnol, et je dis ça parce que les autorités de l'État espagnol nous ont volé quelques noms des Portugais qui semblaient aux Espagnols. Ils sont publiés comme prisonniers espagnols. Alors, il a fallu faire une négociation pour les renationaliser, et ça s'est fait sans aucun problème d'ailleurs. L'intention, c'est d'établir, avec la collaboration des autorités judiciaires de l'État espagnol, la liste définitive des Portugais internés dans ce camp de Mauthausen en vue de leur hommage public à travers la publication de leur nom dans le Diario de República. Finalement, coopération internationalisée en matière de recherche en la combinant avec la recherche menée par l'Université autonome de Barcelone, avec la collaboration avec l'Université de Paris 8, Vincennes, et d'autres entités, archives, associations, comme la Civitas, à travers le projet en cours qui s'appelle « Travailleurs forcés portugais et espagnols sous le national-socialisme, histoire, mémoire et citoyenneté », soutenu, comme je l'ai dit, par l'EACA de la Communauté européenne. Le projet détenus portugais dans les camps de concentration nazis soutenu par la Fondation pour la science et la technologie du gouvernement portugais va dans le même sens. Finalement, on a pu reprendre, dès que la situation pandémique l'a permis, le voyage à Paris avec l'indispensable soutien de l'association civique Civitas et en collaboration
avec le consulat et avec l'Université de Paris 8 pour présenter notre projet et l'exposition qui a été au consulat de Paris et adaptée maintenant ici à Paris 8. Le travail en cours depuis environ 10 ans, n'a pu être poursuivi et élargi que pour 2 raisons principales. La première, bien sûr, concernant les soutiens variés et précieux qui ont été recueillis jusqu'à présent et qui ont été ici évoqués. À toutes les entités qui ont voulu appuyer ce projet, aux autorités locales, aux écoles, aux ambassades, à l'Institut Goethe, à la Civitas, au Centre culturel de Blain, au ministère des Affaires étrangères, et tout particulièrement à la Fondation EWZ, l'allemande, et à l'EACA de la Communauté européenne, à l'Institut diplomatique du ministère, je l'ai déjà dit, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Sans cet appui, ce projet était absolument impossible d'être soutenu à travers des ans, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Pratiquement, nous avons travaillé jusqu'à présent sur les archives internationaux, les archives internationaux qui sont relevants pour cette recherche, à Mauthausen aussi, avec des autres associations, etc. Mais les sources viennent surtout des archives françaises, du travail de recherche qui a été fait en France. Je crois bien qu'il faudra l'étendre à d'autres pays où il y avait aussi une immigration portugaise relevante, comme la Belgique ou l'Italie. Mais pour ça, il faut de l'argent. il faut continuer à susciter les appuis qui sont nécessaires pour le faire. Ça, c'est donc la première raison. Les autres raisons tiennent à l'objet d'études lui-même. La mémoire inconnue, il y a quelques années encore, des victimes portugaises du système de concentration de l'Allemagne nazie n'est pas seulement une histoire du passé. Elle convoque aussi, dans les jours inquiétants d'aujourd'hui, où on vit sous le danger d'une extrême droite qui veut balayer la mémoire de ce qu'a été le fascisme, le débat, ça convoque le débat citoyen sur les significations du présent et les incertitudes du futur. Et établir ce pont entre le passé, le présent et le futur est également la tâche des historiens et des chercheurs en sciences sociales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner immédiatement. On prendra les questions à la fin de la table ronde. Donc on va enchaîner tout de suite en écoutant Monsieur Juan Calvo Gascon, qui est président de l'association espagnole Amicale de Mauthausen y Otros Campos, fondée en 1962 par des survivants espagnols des camps de concentration rentrés d'exil. Depuis 2005, il participe activement à la diffusion de la mémoire des victimes espagnoles du nazisme en intervenant dans des centres éducatifs, des conférences, des congrès, ainsi que lors de cérémonies d'hommage aux victimes. Il a coordonné différents projets de recherche et ou de divulgation et a notamment collaboré à l'exposition intitulée « Images et mémoires » de Mauthausen, inaugurée dans ce camp en 2005. Et de même, il a également collaboré à l'exposition sur les travailleurs forcés qui a été organisée à l'Universitat Rovira i Virgili de Tarragone et à celle du projet Forst You. Et la traduction sera assurée par mon collègue Diego Farnier, qui est juste à côté. Bonjour. Amigos de mesa, presidente de la Asamblea, representante de la Embajada, amigos que estáis aquí. Primero y fuera de programa, comentar que hay muchísimas coincidencias
con lo que han dicho de los deportados y víctimas del nazismo de Portugal. Oui, il ferait remarquer en introduction qu'il y a beaucoup de coïncidences justement avec ce qui a été évoqué. Tanto lo que ha sido los trabajadores, deportados que salieron al exilio después de la guerra, pero también el haber sufrido la larga dictadura portuguesa y la larga dictadura española. Autant les travailleurs qui ont été abandonnés et que... A ver, voy a tener que coger nota. Esto no está... Estaba fuera de programa. Perdona. Sí, a ver, perdón. No, ha sido un inciso de las coincidencias entre la historia de las víctimas portuguesas y españolas. Les points communs entre l'histoire des victimes. Bien. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la repatriación de los supervivientes españoles de los campos nazis y de los trabajadores forzados del Tercer Reich no fue fácil. Oui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rapatriement des survivants espagnols des camps nazis et des travailleurs forcés au service du Troisième Reich n'a pas été facile. La gran mayoría fueron repatriados a Francia, lugar donde habían caído en poder de los nazis, y allí tuvieron que seguir al ver cómo la dictadura franquista permanecía en el poder, iniciando una nueva etapa de su largo exilio. La plupart d'entre eux ont été rapatriés en France, où ils étaient tombés entre les mains des nazis et où ils ont dû rester, compte tenu du maintien au pouvoir de la dictature franquiste, entamant ainsi une nouvelle étape de leur long exil. En Francia, durante el verano de 1945, se creó la Amicale de Mauthausen por parte de los supervivientes franceses. Y en esta asociación, y tenemos presente a nuestro amigo presidente de la Amicale francesa, encontraron cobijo un buen número de los supervivientes españoles. En France, au cours de l'été 1945, l'Amicale de Mauthausen a été créée par des survivants français et un bon nombre de survivants espagnols ont trouvé refuge dans cette association. En el boletín encontramos muchísimas referencias a la participación de los republicanos españoles en la propia vida de la asociación, de la Amicale. Dans son bulletin, on trouve de nombreuses références à la participation des républicains espagnols à la vie de l'Amicale. Y también a las reivindicaciones a los derechos que podían disfrutar los supervivientes, los exdeportados. Ainsi qu'à la revendication des droits dont ils pouvaient jouir en tant qu'anciens déportés. Grupos de supervivientes españoles y otros represaliados por el nazismo crearon en París sus propias organizaciones, como fue la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, la FEDIP. Des groupes de survivants espagnols et d'autres personnes réprimées par le nazisme ont créé leur propre organisation à Paris, comme la Fédération Española de Deportados, Fédération Espagnole de Déportés et d'Internés Politiques, afin de répondre aux besoins du groupe de républicains déportés dans les camps nazis. La relación de algunos deportados que habían regresado a España con los compañeros de la Amicale que permanecieron en Francia les permitió intercambiar informaciones diversas durante los años siguientes a la liberación. Les relations de certains déportés rentrés en Espagne avec les compagnons de l'Amicale restés en France leur ont permis d'échanger diverses informations au cours des années qui ont suivi la libération et d'avoir connaissance des indemnisations auxquelles ils pouvaient prétendre. A principios de la década del 60 del pasado siglo, conocemos los contactos establecidos por el núcleo de deportados residentes en la ciudad de Barcelona con los compañeros de la Amicale de Mauthausen de París y de los primeros planteamientos para fundar una asociación capaz de velar por sus intereses. Au début des années 60, on apprend les contacts établis par les camarades de l'Amicale de Mauthausen à Paris et les premiers projets de fondation d'une association propre capable de veiller à leurs intérêts. Así, la Amicale de Mauthausen española se fundó simbólicamente el 5 de noviembre de 1962 y en ella se dieron cita supervivientes españoles, hombres y mujeres de diferentes campos nazis, quienes asumieron que la asociación llevase el nombre del campo austríaco
por ser donde había habido el mayor número de deportados españoles. C'est ainsi que l'amicale espagnole de Mauthausen a été symboliquement fondée le 5 novembre 1962 et a réuni les survivants espagnols, hommes et femmes, des différents camps nazis, qui ont décidé que l'association porterait le nom du camp autrichien, car c'est là que le plus grand nombre de déportés espagnols avaient été déportés. La Amical de Mauthausen española es la asociación de memoria más antigua de España. Y será bueno recordar que en aquella fecha se vivía en plena dictadura franquista y las reuniones, así como las primeras acciones de memoria, las tuvieron que realizar en plena clandestinidad. L'amicale espagnole de Mauthausen est la plus ancienne association de mémoire en Espagne et il convient de rappeler qu'à l'époque, la dictature franquiste sévissait et que les réunions ainsi que les premières actions de mémoire ont dû se dérouler dans la clandestinité. Los intentos de legalización fueron denegados por las autoridades administrativas de la dictadura en 1963 y 1967. Les demandes de légalisation ont été refusées par les autorités administratives de la dictature en 1963 et 1967. Desde el grupo fundacional ubicado en la ciudad de Barcelona se desarrolló una ingente labor localizando a los supervivientes que habían regresado del exilio y se encontraban repartidos por toda España. À partir du groupe fondateur situé dans la ville de Barcelone, un énorme travail a été réalisé pour localiser les survivants rentrés d'exil et dispersés dans toute l'Espagne. Para contactar con las viudas y familiares directos de quienes habían fallecido en los campos y organizar encuentros anuales e iniciar sesiones divulgativas en colaboración con entidades cívicas diversas. Pour contacter les veuves et les parents directs de ceux qui étaient morts dans les camps et pour organiser des réunions annuelles et initier des séances d'information en collaboration avec diverses organisations civiles. Todo ello sin olvidar el trabajo realizado para la gestión de las indemnizaciones a las que tenían derecho los supervivientes, las viudas y familiares, siempre en colaboración con la Amical Hermana de París. Tout cela sans oublier l'important travail effectué pour gérer les indemnités auxquelles les survivants, les veuves et les parents avaient droit, toujours en collaboration avec l'Amicale de Paris. La legalización llegó en 1978 y la asociación se inscribió como Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España. La légalisation intervient en 1978 et l'association est enregistrée sous le nom de Amicale de Mauthausen et d'autres camps et de toutes les victimes du nazisme en Espagne. Para dejar claro que en ella confluía aquella diversidad de la deportación y también porque en su seno tuvieron acogida otros colectivos de víctimas como fueron los antiguos trabajadores forzados en los complejos industriales del Tercer Reich y los integrantes de la organización TOT. Afin de préciser qu'elle rassemble la diversité de la déportation et aussi parce qu'elle accueille d'autres groupes de victimes comme les anciens travailleurs forcés des complexes industriels du Troisième Reich et les membres de l'organisation TOT. A partir de aquel momento se inició una etapa de fuerte actividad divulgativa y el inicio del reconocimiento institucional de la asociación, que coincidió con la publicación de la obra de Montserrat Roig, Los catalanes en los campos nazis. À partir de ce moment, s'ouvre une période de forte activité informative et un début de reconnaissance institutionnelle de l'association qui coïncide avec la publication de l'ouvrage de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Al año 1979 se celebró la reunión del Comité Internacional de Mauthausen en Barcelona con la asistencia de representantes de 18 naciones y desde la Amical se impulsó la erección de monumentos en diferentes localidades como forma de homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron deportación. En 1979, la réunion du Comité international de Mauthausen se tient à Barcelone avec la participation de représentants de 18 nations et l'Amicale promet l'érection de monuments dans différentes localités en guise d'hommage aux hommes et aux femmes qui ont souffert de la déportation.
Desde sus inicios, los fundadores de la Amical impulsaron una importantísima labor de testimonio en centros de enseñanza y estuvo presente durante las décadas siguientes con la finalidad de dar a conocer entre la juventud lo que significó el nazismo, transmitir los valores por los que habían luchado y la experiencia de su deportación. Dès ses débuts, les fondateurs de l'Amicale ont promu un très important travail de témoignage dans les centres éducatifs et ont été présents au cours des décennies suivantes dans le but de faire prendre conscience aux jeunes ce que signifiait le nazisme en transmettant les valeurs pour lesquelles ils avaient lutté et l'expérience de leur déportation. Con una evidente intencionalidad de prevenir ante futuras vulneraciones de los derechos humanos. Avec la claire intention de prévenir de futures violations des droits de l'homme. Todo ello no se hubiese podido hacer sin la complicidad mostrada por grupos de docentes conscientes de la necesidad de introducir en sus clases los valores que transmitían quienes habían sufrido directamente el horror del nazismo. Tout cela n'aurait pas été possible sans la complicité de groupes d'enseignants conscients de la nécessité d'introduire dans leurs classes les valeurs transmises par ceux qui ont directement subi l'horreur du nazisme. Y este tema, la presencia de la Amical en los centros educativos, es sobre el que centraré mi intervención por considerarlo como el más interesante por su potencialidad para formar ciudadanos conscientes, capaces de generar empatía con las víctimas de cualquier conflicto y tener un conocimiento crítico con el pasado que pueda ayudarles a mirar también con ojos críticos la compleja realidad actual. Et c'est sur ce sujet, la présence de l'Amicale dans les écoles, que je concentrerai mon intervention, le considérant comme le plus intéressant en raison de son potentiel à former des citoyens conscients, capables de générer de l'empathie avec les victimes de tout conflit et d'avoir une connaissance critique du passé qui peut les aider à porter un regard critique sur la réalité complexe du monde d'aujourd'hui. Con el paso inexorable del tiempo se ha perdido definitivamente la voz insustituible de los hombres y mujeres que sobrevivieron a aquella trágica experiencia. Pero la Amical de Mauthausen, producido el cambio generacional y garantizada su continuidad, mantiene viva aquella prioridad señalada por nuestros fundadores. Avec le passage inexorable du temps, la voix irremplaçable des hommes et des femmes qui ont survécu à cette expérience tragique s'est définitivement perdue, mais l'Amicale de Mauthausen, une fois que le changement de génération a eu lieu et que sa continuité a été garantie, maintient vivante la priorité indiquée par nos fondateurs en offrant divers programmes et activités de collaboration aux centres éducatifs du pays. Unas propuestas que funcionalmente intentan ayudar a los docentes a complementar sus programaciones educativas, que en materia de memoria se hacían de forma voluntaria, ya fuese por empatía con las víctimas o por compromiso personal, puesto que ninguna normativa educativa les obligaba a ello. Ces propositions visent à aider les enseignants à compléter leurs programmes éducatifs qui, en termes de mémoire, ont été réalisés volontairement, soit par empathie avec les victimes, soit par engagement personnel, puisqu'aucune réglementation éducative ne les y obligeait. Esto ha cambiado a partir de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada el año pasado, que introduce por primera vez en España en los currículos escolares. Cette situation a changé depuis l'adoption l'année dernière de la nouvelle loi sur la mémoire démocratique qui introduit pour la première fois en Espagne dans les programmes scolaires. Y quiero aprovechar la presencia prevista en esta mesa de la Secretaría de Estado de Memoria para hacer explícito nuestro agradecimiento al compromiso que han mostrado para que esta ley saliese adelante y que el reconocimiento institucional a las víctimas del franquismo, el exilio y la deportación sea una realidad después de tantos años, instándoles también desde aquí a seguir profundizando en su desarrollo e implementación efectiva. Je voudrais profiter de la présence à cette table du secrétaire d'État à la mémoire pour lui exprimer notre gratitude pour l'engagement dont il fait preuve afin que cette loi aille de l'avant
et que la reconnaissance institutionnelle des victimes du franquisme, de l'exil et de la déportation devienne une réalité après tant d'années, en l'exhortant d'ici à continuer à approfondir son développement et sa mise en œuvre effective. Para no extenderme más, a modo de ejemplo, resumiré 3 actuaciones o propuestas que ofrecemos actualmente a los profesores y profesoras con los que colaboramos, ya sea porque sus centros forman parte de la red Nunca Más, creada por la Amical en el año 2013, porque se integran en otras redes de centros existentes o porque nos contactan para actuaciones puntuales. Pour ne pas trop m'étendre, à titre d'exemple, je résumerai 3 actions ou propositions que nous proposons actuellement aux enseignants avec lesquels nous collaborons, soit parce que leurs écoles font partie du réseau Nunca Más, créé par l'Assemblée de l'Amicale en 2013, soit parce qu'elles rejoignent d'autres réseaux d'écoles existants, soit parce qu'elles nous contactent pour des actions spécifiques. La primera es la presencia directa en los centros educativos. Conferencias sobre la deportación de los republicanos españoles a los campos nazis en el contexto de la deportación y el Holocausto. C'est d'abord une présence directe dans les écoles, avec des conférences sur la déportation des républicains espagnols dans les camps nazis, dans le contexte de la déportation et de l'Holocauste. Estas conferencias van dirigidas a alumnos y se adaptan a las necesidades programáticas del profesorado. Ces conférences s'adressent à des classes d'élèves et sont adaptées aux besoins programmatiques du corps enseignant. Holocausto, exterminio, persecución y deportación con mención a los republicanos españoles en aquel contexto. Holocauste, extermination, persécution et déportation avec mention des républicains espagnols dans ce contexte. O bien, deportación de los republicanos españoles a los campos nazis, enmarcándola en el contexto del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Ou la déportation des républicains espagnols dans les camps nazis dans le contexte du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Un taller, Holocausto, deportación, historia, memoria y cine, ofrecido también a clases de alumnos en el que utilizamos 6 fragmentos de películas comerciales para introducir diferentes temas relacionados y los valores que se desprenden, motivando un diálogo con los estudiantes a partir de las imágenes que han visto. Un atelier intitulé Holocauste et déportation, histoire, mémoire et cinéma, également proposé à des classes d'élèves, dans lequel nous utilisons 6 fragments de films commerciaux pour introduire différents thèmes connexes et les valeurs qui en ressortent, en motivant un dialogue avec les élèves sur la base des images qu'ils ont vues. Como actividad complementaria, ofrecemos a los centros más próximos la posibilidad de visitar la sede de la asociación para conocer el archivo, la biblioteca, nuestro trabajo y poder entrevistarse con algún hijo o hija de deportados. Comme activité complémentaire, nous offrons aux écoles les plus proches la possibilité de visiter le siège de l'association pour connaître les archives, la bibliothèque, notre travail et pour avoir une interview avec un fils ou une fille de déporté. La segunda experiencia es el acompañamiento a los espacios de deportación. Anualmente, la Amical de Mauthausen organiza durante el mes de mayo un viaje al campo de Mauthausen para participar en los actos de conmemoración de liberación del campo. La deuxième est un accompagnement sur les lieux de déportation. Chaque année, au mois de mai, l'Amicale de Mauthausen organise un voyage au camp de Mauthausen pour participer à la conmémoration de la libération du camp. Desde el año 2005, en este viaje asisten grupos de alumnos procedentes de diferentes lugares de España para conocer algunos de los espacios: Castillo de Hartheim, Campos de Ebense, Gusen y Mauthausen, allí donde hubo presencia de españoles. Depuis 2005, des groupes d'étudiants de différentes régions d'Espagne participent à ce voyage afin de découvrir certains des lieux, châteaux de Hartheim et Benze, camps de Gusen et de Mauthausen, où les Espagnols étaient présents. La convivencia primero con los supervivientes y posteriormente con los familiares que nos acompañan crean lazos de empatía intergeneración que marca a los jóvenes de por vida. La coexistence, d'abord avec les survivants, puis avec les parents qui nous accompagnent, crée des liens d'empathie intergénérationnelle qui marquent les jeunes pour la vie. Transitar por los espacios de humillación y muerte es quizá una de las mejores vacunas contra la intolerancia.
y los discursos de odio. Le fait de traverser des espaces d'humiliation et de mort est peut-être l'un des meilleurs vaccins contre l'intolérance et les discours de haine. Sirva como conclusión las palabras de una alumna quien el pasado mes de mayo definía el viaje como una vivencia rompedora, triste, pero al mismo tiempo esperanzadora. El campo se nos presenta como un reflejo de un tiempo que no queda tan lejos, una pequeña muestra de lo que fue el Holocausto. Es un ejemplo para advertirnos del poder y del daño de las ideologías totalitarias. En conclusion, les mots de l'une des étudiantes qui, en mai dernier, définissait le voyage comme une expérience inédite, triste, mais en même temps pleine d'espoir. Le camp nous est présenté comme le reflet d'une époque qui n'est pas si lointaine, un petit échantillon de ce qu'a été l'Holocauste. C'est un exemple qui nous met en garde contre le pouvoir et les dégâts des idéologies totalitaires. Y en tercer y último lugar, los homenajes de ámbito local a víctimas concretas. Numerosos ayuntamientos a lo largo de estas últimas décadas han erigido monumentos a sus deportados, han puesto placas de recuerdo o más recientemente instalan las Stolpersteiner, los adoquines de memoria, ante los domicilios donde vivieron los deportados locales. Et en troisième lieu, les hommages locaux aux victimes individuelles. Au fil de décennies, de nombreuses municipalités ont érigé des monuments à la mémoire de leurs déportés, apposé des plaques commémoratives ou plus récemment installé des Stoppelsteiner, pavés commémoratifs, devant les maisons où vivaient les déportés locaux. Para nuestra asociación es imprescindible, y así lo manifestamos en cada una de las consultas que nos realizan, que estas actuaciones vayan acompañadas por una parte de un estudio riguroso de qué personas estamos hablando, cuál fue su trayectoria vital, la localización de los familiares. Pour notre association, il est essentiel, et nous le précisons dans chacune des consultations que nous recevons, que ces actions soient accompagnées d'une étude rigoureuse des personnes dont nous parlons, de leur parcours de vie, de la localisation de leurs proches. De esto sabe mucho nuestra compañera y amiga, la doctora Marta Simó, que nos acompaña, que ha colaborado con el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya para la instalación de las Stolpersteiner. Et notre collègue et ami, le docteur Marta Simó, qui a collaboré avec le Mémorial démocratique de la Generalitat de Catalunya pour l'installation de ces Stoppelsteiner, en sait long à ce sujet. Pero además de esta investigación de carácter local, es necesario que haya una participación de la comunidad educativa que participe en todo el proceso y de esa manera, además de adquirir conocimientos, pueda conocer los valores que se desprenden de estas actuaciones de reconocimiento institucional y social hacia las víctimas del nazismo. Mais en plus de cette recherche locale, il est nécessaire que la communauté éducative participe activement à l'ensemble du processus et qu'elle puisse ainsi, en plus d'acquérir des connaissances, apprendre les valeurs qui découlent de ces actions de reconnaissance institutionnelle et sociale des victimes du nazisme. Se podrían poner muchos ejemplos, pero quizá por sus dimensiones podríamos hablar del proyecto Stolpersteiner Barcelona, en el que nuestra asociación ha asumido un papel de coordinación muy importante. On pourrait citer de nombreux exemples, mais peut-être en raison de ces dimensions, nous pourrions parler du projet Stoppelsteiner Barcelone, dans lequel notre association a assumé un rôle de coordination très important. En la capital catalana, el censo de deportados se aproxima a los 1.200 deportados entre nacidos y residentes, y la actuación de memoria se ha concebido como un proyecto pedagógico en el que los centros educativos de diferentes distritos de la ciudad adoptan a un deportado o deportada, lo estudian, conocen a sus familiares, reciben y custodian la Stolpersteiner y organizan, con la colaboración institucional del ayuntamiento, el día de su colocación. Dans la capitale catalane, le recensement des déportés avoisine les 1200 déportés entre nés et résidents, et l'action de mémoire a été conçue comme un projet pédagogique dans lequel les centres éducatifs des différents quartiers de la ville
adopte un ou une déportée à proximité, l'étudie, rencontre ses proches, reçoivent et conservent les Stoppelsteiner et organisent, avec la collaboration institutionnelle de la mairie, le jour de son placement. Podríamos hablar de muchos otros ejemplos dentro del ámbito educativo y de otros dirigidos a diversos ámbitos sociales, pero yo creo que con lo expuesto sirve para dar a conocer cuáles son nuestras prioridades y nuestros compromisos ya establecidos por nuestros fundadores hace más de 60 años, cuando explicitaron como objetivos fundamentales el conocimiento, la divulgación y la prevención. Nous pourrions citer de nombreux autres exemples dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines sociaux, mais je pense que ce qui précède suffit à faire connaître nos priorités et nos engagements tels qu'ils ont été établis par nos fondateurs il y a plus de 60 ans, lorsqu'ils ont explicitement énoncé les objectifs fondamentaux suivants: la connaissance, la diffusion et la prévention. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on passe à l'intervention suivante, qui est celle de Paulo Marques, qui est président de Civica, association des élus d'origine portugaise en France, maire adjoint d'Aulnay-sous-Bois, élu depuis 1995, président de l'Assemblée des Portugais de l'étranger pour la France, membre du Conseil économique et social du Portugal et membre du Conseil d'opinion de RTP, donc Radio et Télévision Publique du Portugal. Et la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Professeur, Madame la Directrice, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les consuls généraux du Portugal, d'Espagne et du Portugal, chers élus locaux, chers amis, ça a été une joie lorsqu'on a invité Civica et lorsqu'on m'a invité à venir témoigner d'une expérience qui, finalement, a très bien débuté aujourd'hui par les propos de Madame la Directrice. En effet, lorsque nous avons été appelés, il y a quelques années, par l'équipe internationale de recherche avec professeur Fernando Rosas, à pouvoir justement essayer de lier et de sortir des murs les recherches qui étaient effectuées, nous n'avons pas été surpris. Professeur, et vous le savez, nous n'avons pas été surpris car António Carvalho, depuis des années, suivait notre organisation, une organisation d'élus d'origine portugaise en France, qui œuvre sur l'éducation citoyenne des plus petits, des bouts de choux, notamment à travers des actions avec les conseils municipaux des enfants, conseils municipaux des jeunes. Lorsque l'équipe internationale nous demande de pouvoir être présent, de pouvoir divulguer, de pouvoir transmettre dans nos territoires cette réalité, ces recherches qui pour nous étaient inconnues. Oui, inconnues. Et pourtant, nous, Français d'origine portugaise, vous, Français d'origine espagnole, nous avions à défaut cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous, Français, nous avions nos commémorations habituelles. Les commémorations que ces près de 8000 élus d'origine portugaise et plus de 36 000 communes en France, ces commémorations régulières, ce devoir de mémoire que nous avons, nous, élus locaux, nous avions ce pan de l'histoire, mais nous n'avions pas la possibilité d'aller plus loin. Oui, l'émotion que vous avez eue a été la nôtre. Oui, l'émotion que vous avez eue a été la nôtre encore aujourd'hui. Parce qu'effectivement, lorsque nous avons découvert que lors de la présence de professeur Fernando Rosas à Drancy, lorsque professeur Fernando Rosas nous donne état des recherches faites par l'équipe internationale de ces relations, oui, nous avons été, excusez-moi du terme, choqués. Nous avons été sensibilisés. Nous avons senti à Drancy cette sensation d'être originaire d'une histoire que nous ne connaissions pas. J'ai en mémoire, lors d'une des visites de l'exposition, une jeune fille de 7 ou 8 ans, et nous avons cette photo, qui pointait de son doigt un nom de famille qui lui était très, très, très connu.
très probablement d'un de ses grands-parents ou arrière-grands-parents. En effet, nous, les commémorations du 8 mai 45, c'est habituel, mais le fait d'avoir cette sensibilité, de pouvoir, nous, Français, avec certaines origines, et fiers d'être Français dans la République et avec ses origines, à Civica, nous avons voulu effectivement faire en sorte que ces recherches aillent au plus grand nombre. En effet, le départ d'un nombre de nous vers Angoulême, le 20 août, pour rejoindre nos amis espagnols d'Angoulême. Ce funeste train convoi 927, d'où, bien évidemment, professeur, il y avait aussi des noms portugais. Ces jeunes générations qui travaillent au quotidien, effectivement, et on le voit d'ailleurs, ce n'est pas anecdotique, cependant, nous sommes membres du jury de l'Association des maires d'Île-de-France pour les trophées des conseils municipaux des jeunes et des enfants. Beaucoup de ces jeunes, et là nous rejoignons la thématique de citoyenneté, sur cette thématique-là, beaucoup de ces jeunes travaillent sur les aspects des deux guerres et notamment l'aspect de la Deuxième Guerre mondiale. Font des recherches, divulguent. Et pour nous, élus locaux, il est essentiel d'avoir cette part d'information et cette possibilité de transmettre. Il était aussi important pour nous, effectivement, de répondre présent. Les élus locaux, souvent, ne sont pas, je pense, suffisamment sollicités. D'ailleurs, en avant-propos, derrière, nous en discutions. Moi, c'est quoi nos Dionysiens, ici à quelques kilomètres de Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, bien évidemment, que vos universitaires, nos universitaires sont ici. Nous avons les échos de vos universitaires, de nos universitaires à Aulnay-sous-Bois, du bienfait de l'enseignement. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux prennent sur nos quartiers ce que vous leur enseignez, toute cette richesse pour qu'ils puissent aussi transmettre aux plus jeunes générations. Finalement, j'arrêterai mes propos ici pour vous dire tout simplement, j'ai hâte. Nous avons hâte, les élus locaux en France ont hâte de pouvoir parcourir les villes de France avec cette exposition. Merci. Bien, merci beaucoup. On va maintenant diffuser une vidéo, donc un témoignage qui permettra d'illustrer une partie des propos qui ont été énoncés jusqu'à présent. Donc ça fait un moment de pause dans les discours eux-mêmes. Donc il s'agit du témoignage de la famille de José Evangelista, qui a été filmé à Loulé. La famille, originaire de Loulé, émigre en France dans les années 20, s'installe à Saint-Étienne-de-Rouvray, en Seine-Maritime, où s'est constituée une petite communauté portugaise. Le père est cordonnier et ouvrier d'usine. La mère tient une cantine où des ouvriers portugais viennent manger. José, quant à lui, travaille dans une papeterie lorsqu'il est réquisitionné pour le travail en Allemagne en novembre 1942, dans le cadre de la loi du 4 septembre 1942. Il est affecté à l'IG Farben de Bitterfeld. On ne connaît pas bien les raisons de son arrestation, mais selon son dossier aux archives de Caen, il est arrêté pour, je cite, sabotage et pour avoir délivré des papiers aux Français. Il est incarcéré à la prison de Halle, j'imagine, en décembre 1944. À l'approche des troupes américaines, les détenus sont embarqués à bord d'un train qui errera pendant 4 semaines en République tchèque. José Evangelista parvient à s'évader du train, mais il est physiquement très affaibli lors de son rapatriement. Donc, je pense qu'on va pouvoir diffuser ce témoignage. Il faudrait baisser un petit peu les lumières, sinon on n'aura pas des conditions de visionnage extraordinaires. Merci beaucoup. Donc c'est bon, oui. Donc Sylvaine Evangelista, fille de José Evangelista, née à Loulé, et de Micheline Leroux, née à Paris. Je suis née en 1955.
Et mon père est revenu de la guerre en 1945. Donc, c'était bien loin. Et il est mort l'année d'après. C'est pas de souvenirs physiques. C'est pour ça que aujourd'hui je suis très émue parce que ça me crée des souvenirs. Que des histoires, que des propos entendus dans la famille. Et beaucoup d'admiration de la part de tous les gens qui le connaissaient. Mais il y a toujours eu un abîme, parce que mon père a été raconté comme si c'était... c'est très émouvant. Excusez. Je savais que j'avais raté quelque chose, que c'était quelqu'un de merveilleux, mais ma fille m'a dit un jour, tous ces moments quand les gens sont morts, ils sont toujours merveilleux. Le frère de mon père, donc, qui est mort il y a quelques années maintenant, adorait son frère, mais comme une vénération extraordinaire. Et je me disais vraiment, j'ai raté quelque chose. Et aujourd'hui, je suis bouleversée. Pour ça, aujourd'hui, je suis sûre que je ne me suis pas trompée, qu'il était quelqu'un de merveilleux. Mais j'ai pas eu le temps, effectivement, de partager. J'aurais toujours voulu connaître son odeur, sa voix. Est-ce qu'il avait l'accent français? Est-ce qu'il avait l'accent portugais? Et jamais je n'ai vu de document avec l'écriture de mon père, si vous voulez. Et là, je l'ai vu. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour moi. Mais l'Allemagne, on m'a juste raconté surtout le retour de mon père à la gare de Saint-Étienne-du-Rouvray, où mon oncle allait voir tous les jours si son frère revenait. Et un jour, on lui a dit José est là, et effectivement, José était là. Il était revenu, mais bon, il faisait 1m80, 18 pour 38 kilos. Donc après, c'était 45. Ils se sont mariés, mon frère est né en 51, donc après, ça a été très vite, puisqu'en 56, il était décédé cette fois. Et du coup, la guerre, on était tourné vers le bonheur, vers ce qui reconstruisait, vers... je pense que mon père avait plus cette idée-là. Tout ce qu'ils avaient vu, il fallait l'oublier et se construire. Et construire une famille, et construire... je pense que c'était quelqu'un de très gai, très ouvert. Et la guerre, non. Peut-être qu'après, quand il est décédé, mais franchement, j'écoutais pas la guerre. J'avais l'impression que c'était si loin, alors que c'était si près pour ceux qui étaient toujours présents. Quel est votre sentiment par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire avec toute cette histoire, toute la question? Si l'Allemagne, c'est Adolf Hitler, je déteste. Si l'Allemagne, ce sont des gens comme tous les êtres humains, et je pense que ce sont des gens comme tous les êtres humains, j'ai envie d'aller en Allemagne voir. C'est pourquoi je vous demandais la carte. Parce que maintenant que je sais un peu où papa était, etc., je voudrais aller, oui. Je voudrais aller voir cette horreur qu'ont vécu tant de gens. Ça ne peut pas être lié qu'à une population. Ce sont des êtres humains qui étaient mangés par le pouvoir, et il y en a encore aujourd'hui, hélas. Mais je voudrais aller en Allemagne. Maintenant. Donc, je m'appelle Wendy Dupont, je suis la petite-fille de José Evangelista. Et en fait, la transmission de l'histoire familiale n'est pas passée directement par ma grand-mère, qui était trop dévastée par le chagrin d'avoir perdu son mari si jeune, ni par ma maman qui n'a pas connu son papa. Elle s'est faite par mon oncle Ruiz, qui est le seul enfant évangélista né en France,
mais il sait toujours son portugais et parlait assez facilement le portugais chez lui. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le sollicitait pour avoir des informations sur mon grand-père, il nous en parlait. D'autant plus que je suis très grande, mon enfant est très grand, et Ruiz nous disait toujours qu'on tenait de notre grand-père qui était très grand. Un portugais très grand, c'est pas fréquent selon lui. Comment est-ce que vous, dans votre famille, vivez cet héritage, c'est-à-dire ce rapport si près de la guerre avec... C'est un devoir de mémoire. C'est aussi pour ça que je voulais absolument qu'on vienne ici aujourd'hui avec maman, pas la laisser toute seule. Et je voulais qu'on vienne avec les enfants pour qu'ils connaissent leur histoire. Et c'est un devoir de mémoire et c'est une fierté d'avoir participé à ce mouvement de résistance, même si nous, on n'a pas connu notre grand-père directement. Bien, maintenant nous allons écouter Monsieur Ignacio Díaz de la Guardia, qui est attaché culturel de l'ambassade d'Espagne et qui représente Monsieur Diego Blasquez Martín. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Je suis le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne. Et je suis très heureux, très ravi d'être ici, d'écouter ces témoignages et surtout d'écouter les historiens qui nous ont briefé, comme on dit en anglais, sur cette période tragique de l'histoire. Je me félicite de cette opportunité de rendre hommage aux Espagnols et aux Portugais qui ont été victimes de la barbarie nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Permettez-moi d'excuser l'absence du secrétaire d'État à la mémoire démocratique en raison de la coïncidence avec un autre événement qui est important en Espagne. Hier, on fêtait aussi, c'est pas le mot adéquat, pardon, on commémorait plutôt le 50e anniversaire du coup d'État au Chili du général Pinochet contre le président Salvador Allende, et c'est à cause de cet anniversaire qu'il n'a pas pu venir ici pour participer dans cet événement. Alors, le gouvernement espagnol est absolument engagé dans la récupération et la reconnaissance de la mémoire personnelle et collective de tous les Espagnols victimes de la guerre d'Espagne, qui ne fut rien d'autre que le prélude à la Deuxième Guerre mondiale. Une mémoire publique démocratique fondée sur les droits de l'homme a toujours été au cœur de la construction du système international issu de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que dans les systèmes constitutionnels dérivés de ce paradigme politique et juridique, basé sur la protection de la dignité humaine et la reconnaissance et la garantie des droits et libertés fondamentaux. Le cas des travailleurs forcés espagnols et portugais, mais en général des républicains espagnols, qui se sont réfugiés en France, est un héritage qui devait être diffusé et expliqué, non seulement en tant que victime, mais aussi en tant que véritable héros. D'une manière générale, l'expérience espagnole de l'exil en France résume parfaitement la dimension européenne de la construction de la mémoire démocratique. Pour l'Espagne, l'expérience des réfugiés, exilés et déportés espagnols est en lien direct avec les souffrances causées par notre guerre civile, mais aussi par la Deuxième Guerre mondiale. De plus, nous ne pouvons manquer de rappeler le rôle de tant d'Espagnols qui, à travers le mouvement de la résistance et de l'armée française, se sont mis au service des valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, en collaborant à la lutte contre le régime nazi et en combattant pour la libération de la France. Leur exemple nous rappelle que la mémoire démocratique de l'Espagne est la mémoire de l'Europe. Et en même temps, il nous met au défi de ne pas oublier que cette lutte et cette défense de la dignité humaine sont l'essence et la base du projet européen. Le renforcement et l'entretien de cette mémoire sont aujourd'hui plus essentiels que jamais, alors qu'une guerre illégale, cruelle et illégitime se déroule aux portes de l'Europe. La loi sur la mémoire démocratique, Ley de Memoria Democrática en espagnol, récemment approuvée, envisage cette perspective européenne et s'inscrit ainsi dans le cadre du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des grands principes de vérité, de justice et de réparation. La loi sur la mémoire démocratique reconnaît la pertinence de l'expérience traumatique de l'exil, de l'emprisonnement et de la déportation,
Ainsi, l'article 46, qui établit des mesures pour la promotion de la recherche sur l'exil, dispose ce qui suit. L'administration générale de l'État encouragera les activités de recherche et de diffusion sur l'exil, la résistance hors d'Espagne et la déportation espagnole dans les camps de concentration nazis, dans le but de faire connaître les trajectoires individuelles et collectives de ceux qui ont souffert et leur lieu de mémoire, ainsi que leur contribution à la restauration de la démocratie espagnole et au développement des pays dans lesquels ils ont résidé. Il en va de même à l'article 48 en ce qui concerne les actions de diffusion, de reconnaissance et de réparation symbolique, dont la section 2C commande au gouvernement national de réaliser la promotion permanente de la connaissance de l'exil, de la résistance hors d'Espagne et de la déportation espagnole dans les camps de concentration nazis, ainsi que de leur lieu de mémoire. Dans ce sens, on peut prendre l'exemple de Juan Romero, le dernier survivant espagnol de Mauthausen. Après avoir participé comme volontaire dans l'armée républicaine espagnole, réfugié en France, il s'engage en avril 1939 dans la Légion étrangère pour lutter contre le nazisme dans ce qui semble être une guerre imminente. D'abord affecté en Algérie, il est fait prisonnier près d'Épinal après l'invasion de la France par les nazis en mai 1940, en même temps qu'un grand nombre de républicains espagnols. En août 1941, il est transféré à Mauthausen, où il porte le numéro de prisonnier 3799. Il est d'abord envoyé dans le tristement célèbre et mortelle carrière du camp de concentration. Il en fut de même pour Neus Catala et son travail de sabotage dans l'usine de Hollenheim. Comme aux 9300 Espagnols, dont certains étaient mineurs, qui ont fini dans les camps nazis. Et entre 35 000 et 40 000 Espagnols ont été victimes du travail forcé par les nazis dans toute l'Europe, mais surtout lors de la construction du mur de l'Atlantique. Cet engagement à affronter notre passé et à reconnaître ceux qui en ont souffert dans le but de préparer l'avenir sur la base des principes et valeurs démocratiques et de la dignité humaine s'est concrétisé par une série d'actions. Outre les mandats déjà mentionnés dans la loi sur la mémoire, l'article 8 de la loi déclare le 8 mai comme journée de commémoration et hommage aux victimes de l'exil dû à la guerre et à la dictature, date à laquelle est célébrée la victoire européenne sur le fascisme et le nazisme, marquant la contribution des hommes et des femmes en exil à la défaite du fascisme et devenant un élément incontournable de la mémoire démocratique européenne. Pour beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui ont connu un exil long et cruel à l'autre bout du monde, de la France et de la Belgique au Chili et en Argentine, en passant par le Mexique, la victoire des Alliés a été leur victoire sur le fascisme qui les avait chassés de leur pays. D'autre part, pour ceux qui ont participé directement à la guerre ou ceux qui ont été libérés des camps de concentration, leur mémoire est liée à la mémoire de l'Espagne démocratique d'hier, à celle de la mémoire démocratique de l'Espagne démocratique d'hier à celle de l'Espagne démocratique d'aujourd'hui. En 2019, l'Espagne a rejoint le consensus international pour commémorer la libération des camps. Ainsi, le gouvernement espagnol a accepté de faire du 5 mai, date de la libération de Mauthausen en 1945, le jour de la mémoire des victimes espagnoles du nazisme, coïncidant avec la commémoration de la libération de Mauthausen par les troupes alliées le 5 mai 1945, réglant ainsi une dette avec notre histoire et accomplissant un acte de justice et de réparation envers les victimes. Honorant ainsi la mémoire de ces Espagnols qui représentent une partie fondamentale de notre histoire démocratique, pour leur exemple de sacrifice de lutte pour la liberté. Nous ne pouvons pas oublier que ce jour-là, les troupes américaines qui ont libéré le camp ont été confrontées à un immense panneau d'un bout à l'autre de l'entrée du camp, indiquant en espagnol « Les Espagnols antifascistes saluent les forces libératrices ». En guise de reconnaissance et de réparation pour les plus de 10 000 Espagnols déportés dans les camps de concentration nazis, privés de leur nationalité espagnole et déclarés apatrides par décision du gouvernement franquiste, le gouvernement espagnol a publié dans le journal officiel espagnol un décret contenant la liste des Espagnols décédés à Mauthausen et à Güssen, afin qu'ils puissent être enregistrés en tant que défunts à l'état civil. C'est un dernier acte, disons, d'élimination de cette damnatio memoriae, comme disent les anciens Romains, qui était, disons, entamé et approuvé par le gouvernement du général Franco. C'est le point final de cette histoire. Merci. Merci beaucoup. Et donc, nous passons à notre dernier intervenant, qui est M. Augusto Santos Silva, encore une fois, pardon pour la prononciation, qui est diplômé en histoire et en sociologie, professeur de sociologie à la faculté d'économie de l'Université de Porto,
et auteur d'un grand nombre de publications. Il a régulièrement collaboré avec la presse, a été commentateur à la télévision. Outre son activité universitaire, il a été membre du Conseil national de l'éducation de 96 à 99, de la commission du livre blanc sur la sécurité sociale de 96 à 98. Il a représenté le Portugal dans le projet du Conseil de l'Europe sur l'éducation à la citoyenneté démocratique de 97 à 99. Il a été membre du conseil d'administration de la Fondation José Fontana de 2002 à 2005, lié au Parti socialiste. Il est également député à l'Assemblée de la République depuis 1990, élu lors des dernières élections législatives par la circonscription de l'immigration hors Europe. Il a été secrétaire d'État à l'administration de l'éducation de 1999 à 2000, puis ministre de l'Éducation de 2000 à 2001, de la Culture de 2001 à 2002, dans les gouvernements d'Antonio Guterres, ministre des Affaires parlementaires de 2005 à 2009, de la Défense nationale de 2009 à 2011, des Affaires étrangères de 2015 à 2022. Et il a été élu président de l'Assemblée de la République en mars 2022. Et je vous cède la parole. Merci. Merci bien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation pour participer à cette table ronde dont le thème c'est le rapport entre mémoire douloureuse et citoyenneté. Mon idée, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment bien notre histoire. En fait, nous connaissons trop peu notre histoire. Et surtout notre histoire la plus récente et l'histoire concernant les victimes de la barbarie, dont l'expression extrême au XXe siècle a été le nazisme et l'Holocauste, l'expérience de l'Holocauste. Mais il y a aussi d'autres barbaries qu'on peut repérer au XXe siècle, au XIXe siècle, et ce qui est le plus important, au siècle XXI. En français, on dit 21e siècle. C'est difficile quand même. On ne doit pas oublier la barbarie. On doit avoir les instruments nécessaires pour identifier aussi précocement que possible les signes de barbarie et lutter contre eux. Alors, je crois que l'oubli de l'histoire, c'est un risque extrême pour la démocratie. La démocratie demande un rapport à l'histoire et c'est sur ce rapport à l'histoire que je voudrais réfléchir un peu. D'abord, donnons mon propre exemple. Quand Fernando Rosas, mon collègue et ami, m'a demandé une réunion à la fin de 2016 et m'a proposé qu'en tant que ministre des Affaires étrangères du Portugal, je pouvais associer le ministère, le gouvernement, l'État aux commémorations de la libération du camp de Mauthausen. Je lui ai demandé, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe en Mauthausen qui concerne les Portugais ? Je ne savais rien. Et pourtant, ma licence est en histoire et mon doctorat est en sociologie et je suis un militant politique dès que je me connais. Mais je ne connaissais pas, je ne connaissais rien de l'expérience des Portugais en tant que travailleurs forcés dans le Troisième Reich et je connaissais très peu sur les quelques militants antifascistes et antinazis portugais qui ont été objet d'internement dans des camps de concentration, dans des lagers allemands nazis. Et si je ne connaissais pas, qu'est-ce qui arrivait à la femme et à l'homme commun de mon pays? Il était nécessaire de soutenir cette recherche et évidemment de contribuer avec une dimension proprement institutionnelle à cette recherche scientifique. Il était nécessaire que l'État portugais reconnaissait finalement la présence des Portugais internés à Mauthausen, leur
leur rendaient l'hommage qu'ils et elles méritaient et assumaient comme son tâche, son obligation d'introduire, d'intégrer la connaissance sur les Portugais qui ont été victimes de la barbarie nazie, d'intégrer cette connaissance dans le cadre institutionnel général de promotion de l'éducation à la démocratie, à la citoyenneté démocratique. À l'époque, en 2017-2018, on préparait la commémoration future du geste sauveur du consul portugais à Bordeaux, Aristides Sousa Mendes, qui en 1940 a sauvé des milliers de Français et étrangers juifs du nazisme, désobéissant à des instructions verbales explicites du ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était Salazar lui-même. Et Aristides a désobéi et a justifié son geste, disant que la dignité humaine primait sur ses obligations en tant que diplomate, en tant que fonctionnaire. Et on préparait la commémoration de ces gestes parce qu'en 2020, il y aurait l'anniversaire numéro 80 sur ce geste d'Aristides et on bataillait pour diffuser aussi l'exemple d'autres diplomates moins connus au Portugal qui ont aussi contribué à sauver des Juifs du nazisme. L'ambassadeur portugais à Budapest, Sampaio Garrido et Teixeira Branquinho, son adjoint, mais aussi des hommes d'église et des gens communs du Portugal qui ont sauvé des Juifs du nazisme. Alors on était en train de préparer cette diffusion massive de l'exemple des Portugais qui ont été sauveurs du nazisme. Et j'ai compris que ce serait totalement insuffisant parce qu'il était nécessaire un autre volet aussi de diffuser l'expérience et de rendre hommage aussi aux victimes portugaises du nazisme. Non seulement aux sauveurs, aux diplomates et d'autres responsables portugais qui ont contribué explicitement à sauver des gens du nazisme, mais il faudrait intégrer dans ce programme, jamais oublié, aussi l'expérience de l'inventaire, l'exemple, le brutal coup dont ont été objets les victimes portugaises du nazisme. Surtout les travailleurs forcés dont le projet dirigé par le professeur Fernando Rosas cherche à tracer leur trajectoire. Et il faudrait intégrer les institutions démocratiques dans cet effort. Les écoles et les universités, bien sûr, les centres de recherche, bien sûr, mais aussi les municipalités, mais aussi le gouvernement, l'administration publique et aussi le Parlement. Parce que pour toutes ces institutions démocratiques, des institutions de représentation, des institutions de prise de décision, des institutions de socialisation démocratique, pour toutes ces institutions, l'oubli, c'est un risque et la mémoire, c'est une condition absolument nécessaire. Ce rapport à l'histoire, ce rapport à notre histoire, ce rapport à notre histoire récente est bien un des piliers dont la démocratie a besoin. Malheureusement, notre tradition, du moins en Europe, c'est d'entretenir un rapport préférentiel à notre histoire ancienne,
parce qu'on essaie de trouver là les sources de notre identité, de notre différence, de notre nationalité, etc. Au Moyen-Âge ou à l'Antiquité classique, ça dépend des pays et des nations. Au Portugal, c'est surtout au Moyen-Âge. Mais ce rapport à l'histoire récente, à l'histoire que nos grands-parents, que nos parents ont vécue, est aussi absolument essentiel pour le développement, l'épanouissement, la consolidation de nos institutions démocratiques et de notre citoyenneté démocratique. Alors, c'est vraiment le premier point. Évidemment, je peux parler en tant que sociologue, ça me plaît beaucoup, mais je voudrais parler en tant que responsable politique pour dire que sans interférer dans aucun sens dans le travail scientifique, dans le travail des chercheurs, des scientifiques, dans l'histoire telle qu'elle les historiens et historiennes la font, nous, en tant que responsables politiques, et nous tous, en tant que citoyens, nous avons un engagement à faire avec ce travail, parce que nous avons besoin de la connaissance des historiens pour réfléchir sur nos rapports à notre passé et fonder aussi sur ces rapports-là les perspectives d'avenir et les attentes d'avenir que nous pouvons, en tant que citoyens, entretenir et qui dépendent en une large partie de notre propre action citoyenne. Mais il y a une réflexion plus générale à faire sur ce que ça va dire, un rapport à l'histoire, le rapport au passé. Parce qu'il y a plusieurs modalités de rapport au passé. Il y a bien sûr l'histoire. L'histoire, c'est en même temps le même mot pour deux choses. Une chose, c'est le passé lui-même, et l'autre chose, c'est notre étude sur le passé, notre étude sur nos sociétés, sur ce que nous sommes, une étude axée dont l'axe, c'est le temps. Et évidemment, c'est une modalité très importante. D'abord, elle doit être produite techniquement par des experts qu'on nomme historiens et historiennes, et puis elle doit être transmise par des disciplines du curriculum scolaire à l'école, à l'université, à tous nous, à travers l'école, à travers l'éducation, et aussi à travers les médias, à travers la télévision, à travers les musées, les municipalités, les associations volontaires, les communautés locales et territoriales. Bon, il y a cette modalité, l'histoire. On ne peut pas décider politiquement les enjeux de l'histoire. C'était un peu, vous dites absurde, oui. Absurde que, par exemple, le Parlement portugais, espagnol ou français puisse trancher par leur méthode de débat et de décision conventionnelle des questions d'histoire. Il y a parfois cette tentation, mais il faut la refuser. Mais en plus de cette modalité que c'est l'histoire, et entretenant des rapports avec cette modalité, nous avons ce que nous appelons, eh bien, la mémoire. Notre mémoire personnelle, notre mémoire familiale, mais aussi notre mémoire collective. Et comme le grand sociologue français Maurice Alvax a bien expliqué, il y a aussi des cadres sociaux de notre mémoire. Et peut-être aussi, je pense, des cadres institutionnels de notre mémoire.
la mémoire n'est pas le passé, la mémoire ne se confond pas avec l'histoire du passé, mais la mémoire, c'est notre reconstruction présente dans notre présent, dans notre circonstance du passé. Notre sélection du passé, notre forme de transformer le passé en présent. C'est ça la mémoire. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la mémoire et aussi de mémoire collective et d'un certain cadre de mémoire collective. Il ne nous suffit pas de savoir que M. Rosas, en tant qu'historien, travaille pour nous, cherchant les archives avec ses collègues et ses équipes, et aussi que les associations qui y prennent intérêt le fassent bien, parce que nous ne pouvons pas attendre les résultats du travail des historiens, qui est constamment évoluant, parce que nous avons besoin, dans notre vie quotidienne et dans notre vie civique et politique, de répondre à cette question: qu'est-ce que j'en pense du passé? Qu'est-ce que pour moi c'est le passé? Quelles sont les leçons du passé que je dois appliquer aujourd'hui? Quelles sont les traces, les faits, les lieux, les personnages du passé que je dois, le contraire d'oublier, que je dois remember, tenir. C'est pas tenir qu'on dit en français. Souvenir, dont je dois souvenir. Bon, et puis il y a aussi une autre modalité qui entretient des rapports très intéressants avec la mémoire collective et l'histoire, qui en fait c'est un effort d'institutionnaliser une sorte de mémoire collective. C'est ce que les Français, les Portugais et les Espagnols appellent le patrimoine. Le patrimoine est en même temps une sorte d'héritage que nous réclamons ou que nous acceptons, ce que nous pensons que nous avons reçu du passé, un certain château, mais aussi une certaine chanson, un certain exemple, un certain événement, un certain symbole. Et en même temps, c'est une sorte de codification qu'on fait à partir du passé. C'est ça que transforme l'héritage en patrimoine. Il y a dans une certaine circonstance, dans un certain contexte politique, social et aussi institutionnel, il y a toujours un ensemble de lieux, d'objets, de monuments, de personnalités, de faits historiques que nous considérons constituer notre héritage et vers lequel nous pensons avoir des devoirs de préservation et de diffusion, de divulgation. Alors, c'est un peu complexe ce jeu triangulaire entre l'histoire proprement dite, la mémoire collective, la manière dont nous actualisons notre histoire et la manière dont nous codifions, dont nous, d'une certaine façon, dont nous institutionnalisons notre passé, le codifiant en tant que patrimoine et héritage collectif. Et je crois que nous avons besoin de toute cette modalité. Nous avons besoin des efforts de patrimonialisation. C'est surtout le travail des musées, très important. C'est le travail de tout ce que signifie inscrire sur notre vie collective des exemples, des biographies, des trajectoires, comme Joan Calvo l'a bien montré à propos du travail de l'association amicale de Mauthausen.
Nous avons besoin du travail scientifique des historiens, nous avons besoin de l'histoire et nous avons besoin, tellement besoin, de notre mémoire collective, de préserver dans notre esprit les leçons du passé, le légat du passé, les traces du passé. Ce qui est intéressant du point de vue analytique et troublant du point de vue politique, c'est que cette réalité est très mouvante et ce jeu, ce triangle entre mémoire, patrimoine et histoire est très mouvant. Parce que l'histoire évolue, mais la mémoire collective évolue, est très, très, très sélective. Nous souvenons et nous oublions en même temps dans le même processus. Pour oublier certaines choses qu'on veut oublier, on doit souvenir autres, mais aussi à l'inverse. Pour notre souvenir des choses implique un certain oubli des autres choses. Et ça doit être problématisé. Et évidemment, le patrimoine, la manière dont nous concevons le patrimoine est très différente en 2023 en comparaison avec ce qu'on pensait aux années 90 ou ce qu'on pensait aux années 50 au XIXe siècle. Alors, on doit mener cette réflexion, à mon avis, parce que cette réflexion est nécessaire pour deux choses essentielles. La première chose, c'est d'éviter de stopper cette mouvance. Il y a régulièrement, surtout sur les responsables politiques, cette tentation d'arrêter l'évolution, d'arrêter la mouvance, de dire, bon, notre conception de la dictature portugaise est celle-ci, et elle va rester celle-ci, ou notre représentation de ce qu'a été les conditions de formation de la nationalité espagnole est celle-ci, et elle doit rester celle-ci. C'est impossible. L'histoire évolue, notre mémoire évolue, et ce que nous considérons avec portant la dignité d'une chose à patrimonialiser dépend aussi beaucoup, et beaucoup de notre propre point de vue. Alors, d'abord, il faut considérer que les choses changent, et on doit accompagner le changement des choses. Et de l'autre côté, il faut considérer qu'il n'y a aucune démocratie sans diversité. Il n'y a aucune démocratie sans pluralisme, y inclut la diversité et le pluralisme des conceptions de la mémoire collective, des conceptions patrimoniales, et y inclut de l'histoire. Alors, ce qu'on doit offrir, c'est un champ démocratique ouvert pour que le travail des historiens se fasse, pour que les mémoires collectives, que les groupes, les institutions, les associations, les gens ont envie de produire et produisent, peuvent se produire, et que cette pluralité de possibilités enrichissent notre travail patrimonial. Alors, c'est une question très intéressante et je essaye de conclure parce que dans un certain sens, nous avons besoin d'un consensus démocratique sur ce qui a été notre passé, ce qui a été notre passé récent et les leçons de ce passé qu'on veut retenir. Et ce consensus, nous voudrons que les musées le transmettent, les écoles le transmettent, les élus locaux
puissent aussi le diffuser et que l'ensemble des partis politiques, des formations démocratiques, des associations civiques puissent le partager. Nous avons besoin de ce consensus. Un consensus, du moins un consensus minimal, partant par exemple de la Déclaration universelle des droits humains, partant de son article 1er qui affiche la dignité de la personne humaine, ça nous suffit, par exemple, pour dénoncer la barbarie nazie et pour dénoncer les dangers les plus graves que la démocratie court aujourd'hui. Mais nous avons en même temps besoin de préserver cette diversité des représentations, cette pluralité des approches, cette mouvance de nos représentations sur le passé et de nos interprétations du passé. Et je crois que c'est vraiment là l'enjeu de l'éducation pour la citoyenneté démocratique. Ce n'est pas une nouvelle orthodoxie, l'orthodoxie à nous-mêmes que nous voulons transmettre verticalement. Mais c'est un espace de réflexion collective qu'on doit et qu'on veut préserver et élargir pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos étudiants et pour nous-mêmes, les citoyens. Et je crois vraiment que c'est là l'instrument le plus efficace de l'éducation démocratique et le lien le plus fort entre mémoire collective favorisée par les institutions démocratiques et citoyenneté. Pourquoi? Parce que ce que distingue le plus la démocratie des dictatures, ce que distingue le plus notre aujourd'hui du temps de la barbarie nazie, est qu'il n'y avait pas de consensus, parce que le consensus requiert un débat préalable pour établir ce consensus. Il y avait au contraire le refus du débat, la persécution de la dissidence, et il n'y avait pas de pluralité, il n'y avait pas de diversité, il y avait seulement la voix du maître et le devoir d'obéir au maître. Alors, c'est la façon dont je me soulage à moi-même, parce que parfois, je me dis, mais c'est un problème, la démocratie, parce qu'on discute tout. On met tout en question, on questionne tout, on est constamment problématisant les choses. Mais c'est vraiment là notre avantage structurel, parce que c'est sur le fond de la problématisation, c'est par le moyen du débat public, du débat ouvert, du débat critique, du débat libre, que nous construisons notre consensus et notre consensus démocratique. Alors, je crois qu'on doit soutenir de toutes les façons le travail scientifique des historiens qui dévoilent une réalité qui était complètement cachée, du moins pour les Portugais, la réalité des victimes communes du nazisme, de l'univers concentrationnaire du Troisième Reich. On doit soutenir ce travail scientifique des historiens. On doit soutenir et on doit s'engager dans le travail civique des associations civiques, des municipalités, des institutions de mémoire démocratique qui partagent cette connaissance et diffusent les résultats de cette connaissance, transformant ces résultats en éléments d'éducation et de conscience démocratique.
et on doit le faire en toute liberté et en toute pluralité parce que c'est vraiment ce qui distingue la démocratie de toutes les formes de dictature. Merci.